Je suis née un matin de janvier 1953, sous un soleil étonnamment doux, dans le petit village de Saint-Firmin en Provence, à la frontière entre le Vaucluse et les Alpes de Haute-Provence. Terre de chansons populaires, de récits contés au coin du feu, comme le mien. On m'a appelée Marie Desrosiers, peut-être pressentant déjà le poids de mon destin. Notre maison, en Pisée, se trouvait au bout d'un chemin de terre rouge, avec une terrasse où mon père accrochait son béret en rentrant des champs. Nous étions 7 en tout. Mes parents, moi, 3 frères et 2 sœurs. Le sol de la maison était en terre battue, les murs irréguliers blanchis à la chaux par ma mère chaque fin d'année, pour donner un air de propreté et de dignité à notre pauvreté honnête. Pendant les pluies d'automne, l'eau s'infiltrait par les fentes du toit de chaume. Ma mère plaçait des casseroles et des bassines dans toute la maison, créant une symphonie métallique qui accompagnait nos rêves. En été, la poussière s'accumulait partout, déposant une fine couche rougeâtre sur nos vies. Mon père, Étienne, était un homme taciturne, aux mains calleuses et au regard lointain. Il travaillait la terre des autres, rêvant du jour où il aurait sa propre parcelle. Il ne parlait jamais de ses rêves, mais je le voyais fixer l'horizon avec cette expression de ceux qui cherchent quelque chose au-delà des collines. Ma mère, Marguerite, était son contraire, vive, bavarde, toujours en train d'inventer des histoires pour nous faire oublier la faim et les misères. C'est d'elle que j'ai hérité l'amour des mots. Le soir, à la faible lumière de la lampe à pétrole, elle traçait des lettres sur la terre battue avec un bâton, et moi, lettre après lettre, j'apprenais à lire le monde. À 7 ans, j'ai été inscrite à l'unique école du village, une salle improvisée dans le presbytère, où Madame Sébastienne, l'institutrice, enseignait à des enfants de tous âges. C'est elle qui m'a offert mon premier cahier, un trésor que j'ai gardé précieusement. Dans ces pages jaunies, j'ai commencé à dessiner mes rêves. Madame Sébastienne fut la première à croire que je pouvais être plus que fille, épouse ou mère. Marie a un don pour les mots, disait-elle à ma mère lors des réunions de parents. Elle devrait poursuivre ses études. Elle pourrait même devenir institutrice. Ma mère souriait, fière, mais nous savions toutes les deux que ce rêve était impossible. Les filles comme moi n'allaient pas au-delà de l'école primaire. Notre destin était d'apprendre juste assez pour lire la Bible, faire des comptes simples et surtout tenir une maison. Les jours s'écoulaient entre l'école, les corvées et les jeux au bord du ruisseau qui traversait les terres du seigneur Firmin, l'homme le plus riche du coin. Avec mes sœurs et les autres filles, nous jouions à la dinette, utilisant des morceaux de vaisselle cassés comme assiettes et des feuilles comme repas. Pendant ce temps, les garçons s'entraînaient à imiter les cavaliers ou à pêcher dans les flaques. On nous préparait dès l'enfance au rôle que la société nous destinait. Le dimanche, toute la communauté se retrouvait à la petite église blanche du village. Les femmes d'un côté, les hommes de l'autre. Après la messe, on se retrouvait sur la place. Les anciens parlaient politique, récolte et prix du lin, pendant que nous, les enfants, courions librement pendant quelques précieuses heures. C'est un de ces dimanches que j'ai vu pour la première fois un accordéoniste jouer « Sous le ciel de Provence ». La mélodie m'a transpercée comme une flèche, et des larmes ont coulé sans que je comprenne pourquoi. Peut-être un pressentiment,
ou simplement un lien profond avec cette terre rude, mais pleine de beauté, que le musicien chantait lui aussi. L'enfance s'est écoulée vite, comme l'eau qui glisse entre les doigts. À 12 ans, j'étais déjà considérée comme une jeune fille. Ma mère a alors commencé à m'enseigner les secrets d'une bonne épouse. Comment faire durer les haricots secs en période de disette? Comment enlever les taches avec du citron? Comment deviner le sexe d'un bébé selon la forme du ventre? Apprends bien, Marie. C'est ça qui t'assurera une place dans ce monde, disait-elle, pendant qu'elle me montrait comment faire de la dentelle avec des bouts de ficelle les dimanches après-midi. J'apprenais tout attentivement. Mais la nuit, cachée sous le drap rapiécé, j'ouvrais mon cahier d'école et j'écrivais de petits poèmes sur les oiseaux qui s'envolent loin, sur les rivières qui courent vers la mer, sur les étoiles qui brillent dans des cieux imaginaires. C'étaient mes petits actes de rébellion, ma manière de dire que, même si j'acceptais mon destin, il y avait en moi quelque chose d'indomptable. À 14 ans, j'ai dû quitter l'école. Il n'y avait pas de collège chez nous, et ma mère avait besoin de moi à la maison. Elle était de nouveau enceinte, à 40 ans, une grossesse difficile qui la clouait au lit pendant des jours. J'ai repris ses tâches, laver le linge au lavoir, cuisiner pour la famille, m'occuper des plus petits. La fillette qui rêvait de livres et de mots s'est lentement transformée en jeune femme du midi, les mains abîmées, le regard baissé. Mais les nuits de pleine lune, quand tout le monde dormait, je m'asseyais encore sur le seuil de la porte et je regardais le ciel, imaginant le monde au-delà des montagnes. C'est à cette époque que j'ai commencé à remarquer les regards des hommes, à la foire ou à la messe. Mon corps avait changé, et ma mère l'avait remarqué aussi. Elle a commencé à parler plus ouvertement de ce qu'elle appelait le destin des femmes. Bientôt, un homme viendra demander ta main, Marie. Un homme travailleur, si Dieu le veut, qui pourra t'offrir une vie digne. Je l'écoutais en silence, tiraillé entre la peur et la curiosité. Le mariage me paraissait aussi lointain qu'inévitable, comme la prochaine saison des pluies. À 15 ans, j'ai aidé ma mère à mettre au monde mon petit frère, Lucien. L'accouchement a duré presque 2 jours. La sage-femme avait déjà abandonné, disant qu'il fallait appeler un médecin de Manosque, à 30 kilomètres de là. Mais il n'y avait ni temps, ni argent. Marie, si jamais il m'arrive quelque chose, promets-moi de veiller sur ton père et tes frères. Ne dis pas ça, maman. Tu vas t'en sortir, ai-je répondu en lui tenant les mains. Mais au fond de moi, j'avais peur qu'elle ait raison. J'ai veillé toute la nuit, récitant toutes les prières que je connaissais, promettant aux saints que je serais la meilleure fille, la meilleure sœur, la meilleure chrétienne, si seulement ma mère survivait. Quand le soleil s'est levé, mon petit frère est né. Petit, fragile, mais vivant. Ma mère a survécu, bien que très affaiblie. Pendant des mois, c'est moi qui ai tenu la maison. Mon père passait plus de temps dans les champs, peut-être pour fuir l'idée de perdre sa compagne de toujours. C'est à cette époque que j'ai vraiment grandi. Plus de place pour les rêves ou les cahiers cachés. La réalité réclamait toute mon attention, tout mon dévouement pour cette famille qui comptait sur moi. Et c'est ainsi qu'à l'aube de mes 16 ans, ce mois de juin 1969 a bouleversé ma vie. La fête de la Saint-Jean était toujours la plus animée de l'année dans notre village. Les maisons se couvraient de guirlandes colorées, l'odeur du maïs grillé
et des beignets de potiron envahissaient les rues, et les feux de joie illuminaient la nuit, projetant des ombres dansantes sur les murs en terre. Cette année-là, ma mère m'avait cousu une robe toute neuve, faite de morceaux de tissu coloré qu'elle gardait depuis des années. « C'est pour que tu sois belle à la fête », m'avait-elle dit avec un sourire complice. Je savais ce que cela signifiait. J'étais en âge de trouver un prétendant. La place centrale était pleine quand nous sommes arrivés. Des groupes de musiciens jouaient du musette à différents coins et des couples tournaient joyeusement au son des accordéons. Mon père alla rapidement rejoindre les autres hommes pour jouer au domino et boire de l'eau-de-vie. Ma mère partit discuter avec ses amis, le petit Lucien dans les bras. Mes frères s'éparpillèrent entre les jeux et les stands de nourriture. Je restais là, assise sur un des bancs de la place, à observer les couples danser. Mes amies Claire et Joséphine vinrent me chercher pour faire un tour parmi les stands. En riant, nous commentions les robes des autres filles, sans que je ne remarque les yeux qui me suivaient. C'est Joséphine qui s'en aperçut la première. « Ce jeune accordéoniste ne te quitte pas des yeux, Marie », chuchota-t-elle à mon oreille. Je regardai discrètement dans la direction qu'elle indiquait. Un jeune homme jouait de l'accordéon sur l'estrade montée pour les musiciens. Il devait avoir une vingtaine d'années, des cheveux sombres tombant sur le front, un sourire facile, pendant que ses doigts dansaient sur l'instrument. Nos regards se croisèrent un instant, et je sentis mes joues s'embraser de honte. C'est Jean-Baptiste, le neveu de Monsieur Manuel, celui de l'épicerie, expliqua Claire. On dit qu'il joue parfois avec des grands groupes de musique traditionnelle à Marseille. J'essayais de ne plus le regarder, mais quelque chose m'attirait irrésistiblement dans sa direction. Quand la musique s'arrêta et que les musiciens firent une pause, je le vis s'approcher. Joséphine et Claire échangèrent des rires complices et s'éloignèrent, me laissant seule. « Bonsoir », dit-il d'une voix aussi douce que sa musique. « J'espère que les chansons vous plaisent. »« Elles sont très jolies », répondis-je en fixant le sol. « Je m'appelle Jean-Baptiste, mais tout le monde m'appelle juste Jean. »« Moi, c'est Marie Desrosiers, fille d'Étienne Desrosiers. »« Marie Desrosiers », répéta-t-il comme s'il goûtait mon nom. Un nom bien trop fort pour une jeune fille si délicate. Je souris, ne sachant que répondre. Je n'avais jamais parlé à un garçon ainsi. « Tu veux faire un tour de la place ?» demanda-t-il en me tendant le bras. Je regardais autour, inquiète. « On peut rester là où tout le monde nous voit », proposa-t-il en comprenant mon hésitation. « Je ne veux pas te causer de problème. » J'acceptai, et nous marchâmes lentement au bord de la place, toujours à portée des regards. Jean me parla de son grand-père, qui lui avait appris à jouer de l'accordéon, de ses voyages pour jouer dans les fêtes de village et de son rêve. Un jour jouer à Paris, ou même à Lyon. « Et toi, Marie, quels sont tes rêves ?» Personne ne m'avait jamais posé cette question. Un instant, j'ai failli répondre ce qu'on attendait de moi. Me marier, avoir des enfants, tenir une maison. Mais quelque chose dans ses yeux me poussa à dire la vérité. J'aimerais étudier, devenir institutrice peut-être, ou écrire. J'aime beaucoup les mots. Au lieu de rire, ou de trouver cela étrange, comme je le redoutais, Jean ouvrit un large sourire. « Les mots et la musique vont si bien ensemble, » dit-il. « Ce sont deux façons de raconter des histoires, de toucher l'âme des gens. »
La conversation coula si naturellement que je ne vis pas le temps passer. Les musiciens appelaient déjà Jean à revenir sur scène. Avant de partir, il me prit les mains un instant. « Je peux te revoir demain? À la messe du dimanche? » « Oui, » soufflai-je, sentant une joie nouvelle m'envahir. Je retournai auprès de ma famille avec la sensation que quelque chose d'important venait d'arriver, comme si une porte venait de s'ouvrir sur un monde nouveau. Le dimanche, je me réveillai avant l'aube. J'enfilai ma plus belle robe, celle réservée aux grandes occasions, et coiffai mes cheveux avec soin. Ma mère remarqua mon air différent, mais ne dit rien. Elle se contenta de sourire, comme une mère qui devine les secrets du cœur de sa fille. À l'église, Jean était là, assis parmi les hommes de l'autre côté de la nef. Pendant toute la messe, je sentis son regard sur moi, comme une caresse invisible. À la sortie, il m'attendait près de la porte. « Bonjour, Marie Desrosiers. Tu es encore plus belle à la lumière du jour. » Je rougis de nouveau. Mais cette fois, je réussis à le regarder dans les yeux. Des yeux bruns, profonds, qui semblaient voir au-delà de ce que je montrais au monde. « Tu restes encore longtemps au village ?» demandai-je. « Une semaine, peut-être un peu plus. Mon oncle est malade. Je suis venue aider à l'épicerie. » Nous marchâmes ensemble jusqu'à la place où les familles se retrouvaient après la messe. Jean me présenta à son oncle, Monsieur Manuel, qui me salua avec respect. Mon père nous observait de loin, entre la curiosité et la prudence. Cet après-midi-là, Jean vint chez nous officiellement, pour demander à mon père la permission de me courtiser. C'était un geste traditionnel, respectueux, qui plut à mes parents. Mon père, après quelques questions sur sa famille et ses intentions, donna son accord à condition que nous ne soyons jamais seuls. Les jours qui suivirent furent les plus heureux de ma jeunesse. Jean venait chaque après-midi après son travail à l'épicerie, et nous nous asseyions sur la terrasse de la maison, toujours sous le regard de ma mère ou de l'une de mes sœurs. Nous parlions de tout. Des livres que j'avais lus à l'école, des villes qu'il avait vues lors de ses tournées, de nos rêves pour l'avenir. Un soir, alors que le ciel se teintait de rouge au coucher du soleil, Jean me confia ses projets. « J'économise pour partir à Paris, » dit-il à voix basse, pour que seul moi l'entende. « J'ai un ami qui joue dans un orchestre là-bas. Il peut me présenter à des gens importants. » J'eus un pincement au cœur à l'idée qu'il parte. « Quand pars-tu » demandai-je, tentant de cacher ma tristesse. Jean prit ma main discrètement, profitant d'un moment où ma mère était partie chercher le café. « Je ne partirai que si tu viens avec moi, Marie. » Je le regardais, surprise. « Comment ça? Je veux que tu viennes avec moi à Paris. On pourrait se marier là-bas. Tu pourrais étudier, réaliser ton rêve. Moi, je travaillerai le jour et je jouerai de la musique le soir, jusqu'à pouvoir en vivre. » Sa proposition était à la fois effrayante et merveilleuse. Quitter ma famille, mon village, tout ce que je connaissais, pour suivre un rêve qui me semblait jusqu'alors impossible. Mes parents n'accepteraient jamais, dis-je, ramené brutalement à la réalité. Alors il faudrait qu'on s'enfuit, répondit-il en serrant ma main. Je sais que c'est beaucoup demandé, mais je pense à toi jour et nuit, Marie. Je n'ai jamais ressenti ça pour personne. Avant que je ne puisse répondre, ma mère revint avec le café et nous dûmes changer de sujet. Mais les mots de Jean résonnèrent longtemps dans ma tête. Les semaines suivantes,
Jean prolongea son séjour au village, trouvant des excuses pour ne pas retourner à Marseille. À chaque rencontre, il me parlait un peu plus de Paris, de la vie que nous pourrions y construire. Peu à peu, je me laissais convaincre. L'idée d'une vie différente, où je pourrais étudier, être plus qu'une épouse ou une mère, s'enracinait en moi. Un après-midi, alors que nous étions au bord du ruisseau, accompagnés de ma petite sœur que Jean avait corrompue, avec des bonbons pour qu'elle nous laisse seuls un moment, il m'embrassa pour la première fois. Ce fut un baiser rapide, à peine un frôlement, mais suffisant pour me faire frissonner de la tête aux pieds. « Je t'aime, Marie Desrosiers », murmura-t-il, « et je t'aimerai jusqu'à mon dernier souffle. »« Moi aussi je t'aime, » répondis-je, et c'était vrai. En seulement 2 mois, ce garçon au regard rêveur avait conquis mon cœur naïf. Alors, nous avons fait nos plans. Jean avait économisé assez pour acheter 2 billets de train et louer une petite chambre à Paris. Nous partirions fin août, lors de la fête de la Saint-Louis à Arles, quand beaucoup de gens seraient en déplacement, ce qui rendrait notre fuite moins visible. On se retrouve à minuit, à la vieille chapelle sur la route de Vaison-la-Romaine, dit-il. De là, nous rejoindrons la route principale et prendrons le premier train pour Avignon, puis Paris. J'ai accepté, le cœur battant, un mélange de peur et d'excitation. Les nuits suivantes, j'ai commencé à mettre de côté quelques vêtements et les rares objets personnels que je comptais emporter. J'ai écrit une lettre à mes parents, expliquant ma décision et leur demandant pardon pour la peine que cela leur causerait. J'ai rangé aussi mon petit cahier de poèmes et de pensées, ainsi qu'un petit chapelet en bois reçu pour ma première communion. À mesure que le jour convenu approchait, une angoisse croissante me rongeait, difficile à dissimuler. Ma mère, toujours attentive, remarqua mon trouble. « Il y a quelque chose qui te tracasse, ma fille ?» demanda-t-elle, pendant que nous lavions du linge au lavoir. « Non, maman, je n'ai juste pas bien dormi cette nuit, » répondis-je en évitant son regard. Elle s'arrêta, les mains dans l'eau, et me regarda longuement. « Jean est un bon garçon, Marie. Mais les hommes, ce sont comme le vent. Parfois, ils traversent nos vies juste pour tout chambouler, et puis s'en vont. Il n'est pas comme ça, maman. Il m'aime, vraiment. » Elle soupira. « J'espère, ma fille. Car l'amour est souvent la seule chose qui rend la vie supportable pour une femme dans notre monde. » Ces mots résonnèrent en moi comme une alarme douce mais lucide, un mélange d'avertissement et de permission silencieuse, comme si elle comprenait mon désir d'une autre vie. La veille du départ, Jean vint me dire au revoir, prétendant repartir pour Marseille le lendemain matin. Nous restâmes assis sur la terrasse, échangeant des regards pleins de sens, en discutant de choses banales, sous les oreilles de ma famille. « À bientôt, Marie Desrosiers », dit-il en partant, appuyant les mots d'une manière que seul moi pouvais comprendre. « À bientôt, Jean », répondis-je, le cœur battant à tout rompre. Cette nuit-là, je ne parvins pas à fermer l'œil. Je passais en revue chaque détail du plan, imaginant notre vie à Paris, les réveils à ses côtés, les études que je pourrais entreprendre. Peut-être même devenir professeur, comme Madame Sébastienne l'avait toujours espéré. Vers 11 heures, quand tout le monde dormait, je me levais discrètement. J'enfilai la robe en coton que ma mère avait cousue pour la fête de la Saint-Jean, mis dans un sac en toile les quelques affaires que j'avais préparées et laissai ma lettre sur l'oreiller.
J'étais sur le point de sortir par la porte de derrière, quand j'entendis un gémissement venant de la chambre de mes parents. C'était mon petit frère Lucien, qui dormait dans un berceau près de leur lit. Très vite, ces gémissements devinrent des pleurs, puis des cris de douleur. Je restais figée, tiraillée entre mon plan de fuite et l'angoisse que m'inspirait la santé de mon frère. Les cris s'intensifièrent, et bientôt ma mère se leva, alluma la lampe à pétrole, le visage marqué par la panique. « Marie, Dieu merci que tu sois réveillée. Lucien brûle de fièvre. » Je posai mon sac derrière la porte et accourus. Mon petit frère, à peine âgé d'1 an, tremblait de fièvre. Son petit corps convulsait. Mon père se leva d'un bond et courut chercher le guérisseur du village, faute de médecin à proximité. Les heures qui suivirent furent épuisantes. Avec ma mère, nous tamponnions son front et ses bras avec des linges mouillés, lui faisions avaler des tisanes que maman réservait aux urgences. Nous récitions toutes les prières que nous connaissions. Le guérisseur, Monsieur Antoine, arriva vers 2 heures du matin. Il examina Lucien, fit des gestes de bénédiction, prépara une infusion amère qu'on réussit à faire avaler au bébé par petites gorgées. « C'est la fièvre du mal », murmura-t-il avec la gravité d'un ancien. « Mais ce garçon est fort, il s'en sortira. » Pendant que nous luttions pour la vie de Lucien, j'avais complètement oublié le rendez-vous avec Jean. Ce n'est que quand la fièvre finit enfin par retomber à l'approche de l'aube que je m'en souvins. Le désespoir m'envahit. J'avais manqué l'heure. Jean avait dû m'attendre en vain à la vieille chapelle. Il était peut-être déjà parti, pensant que je l'avais abandonné. Mais je ne pouvais pas quitter ma famille, pas dans un moment pareil. Lucien restait fragile. Ma mère, épuisée, avait passé la nuit sans fermer l'œil. Comment aurais-je pu partir, abandonner mon petit frère entre la vie et la mort? Laisser ma mère gérer cela seule? Le jour se leva, et avec lui la certitude. Jean était parti. Notre chance s'était envolée. Assise sur la terrasse, berçant Lucien dans mes bras, je laissais couler mes larmes. Non seulement pour l'amour perdu, mais pour l'avenir auquel j'avais osé croire, et qui venait de se dissoudre comme un rêve au matin. Les jours suivants, j'espérais encore un signe, une lettre, un message transmis par quelqu'un. Mais rien ne vint. C'était comme s'il avait disparu, emportant avec lui tous mes espoirs. Lucien se rétablit lentement. Ma mère disait que c'était un miracle, que Saint François avait entendu nos prières. Moi, je me demandais si ce n'était pas une forme d'intervention divine, une manière de m'empêcher de commettre ce que tous auraient considéré comme une folie. Des semaines plus tard, alors que j'avais perdu tout espoir, une femme de retour de Marseille m'apporta un message. « J'ai croisé Jean-Baptiste à la foire, » dit-elle. « Il m'a demandé de vous dire qu'il comprend ce qui s'est passé, qu'il ne vous en veut pas, et qu'il garde l'espoir qu'un jour, vous vous retrouverez. » Ces paroles me réchauffèrent un peu le cœur. Jean ne m'en voulait pas. Il avait compris. Peut-être que le destin nous réunirait un jour. Mais le destin, comme j'allais le découvrir, avait d'autres projets pour moi. Le mois d'octobre arriva avec ses vents secs et la promesse lointaine de pluie, si elle venait. Les récoltes avaient été maigres cette année-là, et de nombreuses familles parlaient déjà d'envoyer leurs aînés travailler en ville, dans les usines de textiles. Mon père était plus silencieux que d'habitude, les rides d'inquiétude profondément gravées sur son visage tanné par le soleil. Souvent, je l'entendais le soir, assis sur la terrasse,
fumant sa pipe bon marché, le regard perdu dans le vide. C'était le regard d'un homme qui ne savait plus comment nourrir les siens. Un soir, je pris mon courage à deux mains et m'assis à ses côtés. Nous restâmes longtemps sans parler, écoutant simplement la brise qui adoucissait la chaleur étouffante de la journée. « Papa, si vous voulez, je peux chercher du travail en ville. » dis-je enfin. « On dit que l'usine de textile à Gap embauche des jeunes filles. » Mon père tira une longue bouffée de sa pipe avant de répondre. « Ce n'est pas un endroit pour une jeune fille respectable, Marie. Ces usines, on entend des histoires. Mais on aurait besoin de cet argent, et je ferai d'attention. Je ne donnerai à personne de quoi parler de moi. » Il me regarda avec un mélange de fierté et de tristesse. « Tu es une bonne fille, Marie. Tu l'as toujours été. Mais ne t'en fais pas. Dieu finira par nous montrer une autre voie. » Je n'insistais pas, mais l'idée de contribuer à mes proches ne me quittait plus. C'était peut-être une manière de compenser la peine que j'avais failli leur causer en voulant fuir. Une semaine plus tard, mon père rentra plus tôt que d'habitude, accompagné de Monsieur Joseph Bézard, l'un des hommes les plus riches de notre canton. Tout le monde l'appelait Monsieur Bézard. Il avait près de 60 ans et possédait plusieurs domaines agricoles, dont celui où mon père travaillait comme métayer. Veuf depuis 5 ans, il était connu pour son tempérament dur, autoritaire. On racontait bien des choses sur sa manière de traiter ses ouvriers, ses armes à feu qu'il collectionnait, et sur la façon douteuse dont il avait fait fortune pendant les années noires du pays. « Marie, apporte le café pour notre visiteur, » dit mon père, d'une voix formelle inhabituelle. J'obéis rapidement, sentant le regard pesant de Monsieur Bézard suivre chacun de mes gestes. Il me remercia d'un simple signe de tête. Ses yeux petits et noirs me scrutaient, comme s'il m'évaluait. Un frisson d'inconfort me traversa, mais je l'attribuais à ce respect forcé que nous éprouvions pour ces hommes puissants. Après le café, mon père me demanda de rentrer à l'intérieur. Juste avant de franchir la porte, j'entendis Monsieur Bézard commenter « Une bien belle jeune fille, Étienne. Elle ferait une excellente épouse. » Un poids lourd s'installa dans mon estomac. Ce n'était pas rare, dans les familles pauvres, que des hommes âgés cherchent une femme jeune. C'était une forme de marché tacite. L'homme gagnait une compagne pour ses dernières années et la famille de la jeune fille, une forme de sécurité. Pendant le dîner, mon père évitait mon regard. Il mangeait en silence, répondant à ma mère par des monosyllabes quand elle lui posait des questions sur le travail. Avant de se retirer pour la nuit, il l'appela pour discuter dans le jardin. Depuis l'intérieur, je les voyais gesticuler vivement. Ma mère secouait la tête, refusant quelque chose à plusieurs reprises. Cette nuit-là, je ne dormis presque pas. Une angoisse sourde me serrait la poitrine, comme si quelque chose de grave allait bouleverser ma vie. Le lendemain matin, alors que j'aidais ma mère à préparer le café, elle me lança un regard embué de larmes. « Marie, ma fille, ton père veut te parler après le petit déjeuner. C'est au sujet de Monsieur Bézard, n'est-ce pas ?» demandai-je, déjà certaine de la réponse. Ma mère se contenta d'acquiescer, incapable d'en dire plus. Quand mes frères partirent à leurs tâches et que mon père eut fini son repas, il m'appela pour m'asseoir avec lui sous le vieux figuier du jardin, qui, malgré la sécheresse, restait étrangement vert. « Marie, tu as 17 ans. Tu es en âge de te marier. » commença-t-il, les yeux rivés à ses mains calleuses. « Oui, papa. »
Monsieur Bézard est un homme respecté dans la région. Il possède des terres, du bétail, une maison en pierre dans la ville voisine. Tu ne manquerais jamais de rien en tant qu'épouse. » Je sentis mon sang se glacer. « Papa, vous êtes en train de me dire que Monsieur Bézard veut m'épouser ?» Il releva enfin les yeux. « C'est plus que ça, Marie. C'est déjà arrangé. » « Qu'est-ce que vous entendez par « arranger » ? Ma voix monta d'un ton. « Monsieur Bézard a accepté d'effacer toutes mes dettes, si tu acceptes de devenir sa femme. Il m'a aussi promis un poste de contremaître à sa ferme principale, et il aidera tes frères à faire des études, s'ils le souhaitent. » Le monde sembla tourner autour de moi. Ce n'était pas une proposition, c'était une sentence. On m'échangeait contre le bien-être de ma famille. Papa, je ne l'aime pas. Il a l'âge d'être mon père, voire mon grand-père. L'amour vient avec le temps, ma fille. Ta mère et moi, on se connaissait à peine quand on s'est mariés. Et puis, nous ne sommes pas en position de refuser. Si je ne rembourse pas cette dette avant la fin de l'année, nous perdrons tout, les récoltes, peut-être même notre maison. Combien de temps j'ai pour décider ? Demandai-je, sachant très bien qu'il n'y avait pas vraiment de choix. Il viendra déjeuner dimanche. Il s'attend à repartir avec ta réponse. Je me levai sans un mot et rentrai dans la maison. Ma mère m'attendait dans la cuisine, les yeux rougis par les larmes. « J'ai essayé de convaincre ton père, Marie. Je lui ai dit qu'on trouverait un autre moyen, qu'on pourrait vendre les chèvres, que je pourrais laver le linge pour les familles du village. Mais il a dit que la dette est trop lourde. » Je la pris dans mes bras, sentant son petit corps trembler sous l'effet des sanglots contenus. « Ce n'est pas grave, maman, je comprends. » Les jours suivants, j'errais dans la maison comme un fantôme, exécutant machinalement mes tâches, tentant d'imaginer ma vie comme épouse de Monsieur Bézard. Je me rappelais ce qu'on disait de lui. Un homme dur, religieux à sa façon, toujours présent à la messe du dimanche, mais impitoyable avec ses ouvriers le reste de la semaine. Sa première femme, Madame Eulalie, avait été une femme discrète, soumise, qu'on voyait rarement en public. Les derniers mois de sa vie, elle avait disparu de toute vie sociale. On disait qu'elle était morte de chagrin. Cette maladie silencieuse qui touche les femmes trop malheureuses pour continuer à vivre, mais trop résignées pour se donner la mort. Je pensais à Jean, à nos rêves d'une vie à Paris, à tout ce qui aurait pu être différent si mon petit frère n'était pas tombé malade cette nuit-là. L'espace d'un instant, j'ai songé à fuir seule, à rejoindre la capitale. Mais comment pourrais-je abandonner ma famille, sachant que mon refus aggraverait encore leur situation? Le dimanche arriva, redouté, inévitable, comme la sécheresse dans notre région. Monsieur Bézard se présenta à 11h pile, au volant de sa Jeep verte, l'un des rares véhicules du village. Il était bien habillé, costume en lin clair, cravate et chapeau feutre, comme s'il était déjà prêt à officialiser les fiançailles. Ma mère avait préparé le meilleur repas que nos moyens permettaient. Une poule fermière, avec une sauce au pain, haricots verts, riz et une purée de courges. La nappe sur la table était celle qu'on utilisait pour Noël, avec des broderies rouges et vertes qui semblaient déplacées dans cette circonstance. Pendant le déjeuner, Monsieur Bézard parla de ses terres, de ses projets pour agrandir son troupeau, de la maison qu'il rénovait en ville pour y accueillir sa nouvelle épouse. Il s'adressait à moi comme s'il négociait un contrat,
sans mentionner une seule fois l'amour ou les sentiments. Après le repas, il demanda à parler seul avec moi, sur la terrasse. Mes parents acceptèrent à contre-cœur, non sans que mon père me lance un regard sévère, comme pour me rappeler ce qui était en jeu. Monsieur Bézard s'installa dans le fauteuil à bascule, m'indiquant le banc à ses côtés. De près, je vis les rides profondes de son visage, ses mains tachées par l'âge, l'odeur forte de sa lotion après rasage mêlée au tabac. Ton père t'a sûrement parlé de ma proposition. Commença-t-il d'une voix grave et lente. Oui, monsieur. Je t'observe depuis un moment. Tu es une jeune fille sage, de bonne famille. Tu ferais une excellente compagne pour mes dernières années. Je déglutis difficilement, tentant de ne pas montrer à quel point ces mots me dérangeaient. Ton père est dans une situation difficile, Marie. La sécheresse, les ravageurs, la misère. Seul un miracle ou mon aide peut le sauver. Je sais, monsieur. Mon père m'a tout expliqué. Alors tu sais aussi que c'est une chance unique pour ta famille et pour toi. En tant que mon épouse, tu ne manqueras jamais de rien. Tu auras une belle maison, du personnel pour t'aider, des vêtements neufs. Tu pourras aider tes parents et tes frères autant que tu le voudras. Il s'arrêta, comme s'il attendait que je le remercie de sa générosité. Je restais silencieuse, fixant mes mains, qui serraient nerveusement le tissu de ma robe. Je ne m'attends pas à ce que tu m'aimes maintenant, Marie. Je suis trop vieux pour inspirer la passion à une jeune fille comme toi. Mais je te promets respect, sécurité, et peut-être, avec le temps, un peu d'affection. Je levai les yeux vers lui. Il avait un regard dur, déterminé. Aucun éclat rêveur comme dans les yeux de Jean. C'était le regard d'un homme habitué à obtenir ce qu'il voulait, à donner des ordres et être obéi. Et si je dis non? Soufflai-je, dans un ultime sursaut de révolte. Son visage se ferma. Ce serait une décision bien imprudente, ma jeune amie. Ton père perdrait tout ce qu'il a construit. Votre famille serait contrainte de quitter ses terres, peut-être partir vers les grandes villes comme les autres migrants. Il marqua une pause, calculée. Et puis, je suis un homme respecté. J'ai des amis haut placés. Il serait difficile à ton père de retrouver du travail ici, après m'avoir offensé. La menace était claire. Soit j'acceptais ce mariage, soit ma famille n'en paierait le prix. Quand aurait lieu le mariage? Demandai-je, déjà résignée. Avant Noël serait idéal. Nous aurions le temps de tout préparer comme il faut, et nous commencerions la nouvelle année, en tant que mari et femme. 3 mois, c'était tout ce qu'il me restait de liberté. J'accepte, dis-je simplement en sentant une part de moi mourir en prononçant ces mots. Monsieur Bézard sourit, satisfait. Tu as fait le bon choix, Marie. Tu ne le regretteras pas. Il fit revenir mes parents et, en leur présence, officialisa la demande en mariage, comme si mon acceptation n'avait été qu'une simple formalité. Mon père semblait soulagé, comme si un énorme poids lui avait été retiré des épaules. Ma mère tenta de sourire, mais ses yeux disaient tout. Quand Monsieur Bézard partit enfin, la maison sombra dans un silence lourd, saturé de ce que personne n'osait exprimer. Cette nuit-là, allongée sur mon matelas, dans la chambre que je partageais avec mes sœurs, je me permis de pleurer, silencieusement. Mes larmes trempèrent l'oreiller, tandis que je faisais mes adieux à tous les rêves que j'avais chéris. Les semaines suivantes passèrent dans un brouillard de préparatifs. Monsieur Bézard fit livrer de la soie de la ville pour que ma mère
et une couturière du village confectionne ma robe de mariée. Il fit aussi imprimer des invitations pour toutes les familles influentes de la région et engagea un orchestre venu d'Avignon pour jouer lors de la fête. Le mariage aurait lieu à l'église principale de la ville, célébrée par le père Célestin, suivi d'une réception dans la maison de maître de Monsieur Bézard. Ce serait l'événement de l'année, commenté comme un conte de fées moderne. La fille de paysan qui épouse un grand propriétaire terrien. Seule ma mère percevait le vide dans mon regard, la tristesse que je camouflais derrière un sourire forcé. Le soir, quand nous préparions le trousseau seul, elle tentait de me consoler. « Ce ne sera peut-être pas si terrible, ma fille. Il est déjà vieux, Monsieur Bézard. Il ne vivra pas éternellement. Ensuite, tu seras libre. Avec une bonne situation, tu pourras faire ce que tu veux de ta vie. » C'est un péché de souhaiter la mort de son propre mari, maman, répondis-je, esquissant un sourire amer. Ce n'est pas le souhaiter, c'est reconnaître l'ordre naturel des choses, corrigea-t-elle. Ce qui compte, c'est que tu sois une bonne épouse pendant le temps que durera le mariage. C'est ton devoir chrétien. La semaine précédant le mariage, je reçus une visite inattendue. C'était Joséphine, mon amie d'enfance, partie vivre à Sisteron 2 ans auparavant. « Je suis venue dès que j'ai appris, » dit-elle alors que nous marchions dans le jardin, à l'abri des oreilles indiscrètes. « C'est vrai que tu vas épouser Monsieur Bézard? »« C'est vrai, le mariage est samedi. » Joséphine prit mes mains entre les siennes. « Marie, tu n'es pas obligée de faire ça. Tu peux venir avec moi à Sisteron. Mon oncle y tient une petite épicerie. Il cherche toujours de l'aide. Ce n'est pas bien payé, mais tu pourrais te débrouiller, au moins au début. » L'idée me fit battre le cœur un instant, mais la réalité me rattrapa aussitôt. « Je ne peux pas, Joséphine. Ma famille compte sur ce mariage. Mon père a une grosse dette envers Monsieur Bézard. C'était l'accord. »« Mais c'est ta vie, Marie. Tu ne peux pas te sacrifier ainsi. » »« C'est déjà décidé, » dis-je avec une fermeté que je ne ressentais pas vraiment. « Merci de t'inquiéter, mais je te demande de respecter ma décision. » Joséphine me prit dans ses bras, des larmes coulant sur ses joues. « Je serai là, à ton mariage. Et si un jour tu as besoin de moi, pour n'importe quoi, tu peux compter sur moi. » La veille du mariage, pendant que tout le monde dormait, je sortis discrètement de la maison. Je marchais jusqu'au petit ruisseau, où Jean et moi avions tant parlé. La lune pleine illuminait le chemin. Le silence de la nuit n'était troublé que par le chant des grillons, et, parfois, le cri lointain d'une chouette. Je m'assis sur une pierre, au bord de l'eau, laissant les souvenirs de ces jours heureux m'envahir une dernière fois. Je repensais à Jean jouant de l'accordéon, à ses récits sur Paris, à ses projets de vie à deux, à notre premier et unique baiser, à la promesse de se retrouver, jamais tenue. « Pardonne-moi, Jean, » murmurai-je à la nuit. « J'espère que tu trouveras quelqu'un qui puisse rêver avec toi. » Je sortis de mon corsage le petit carnet où j'écrivais mes poèmes et mes pensées. Je le feuilletais lentement, relisant les phrases emplies d'espoir, les rêves couchés avec tant de confiance. Puis, dans un geste symbolique, je déchirais les pages une à une, les laissant tomber dans le ruisseau. Elles dérivèrent, se dissolvant dans l'eau sombre. La Marie qui allait se marier le lendemain serait une autre femme. Une femme résignée, pratique, qui remplirait son devoir familial. Une épouse obéissante, respectueuse.
une femme qui enterrait ses rêves sous des couches de responsabilité et de sacrifice. Je rentrai à la maison avec le carnet désormais vide, souvenir d'un temps révolu. Le jour du mariage se leva clair et chaud, comme la plupart des journées en Provence. Ma mère et mes sœurs m'aidèrent à me préparer. Je portais une longue robe blanche en dentelle et satin. Mes cheveux étaient relevés en un chignon élégant, et l'on m'avait posé le voile et la couronne envoyée depuis Marseille. Devant le seul miroir de la maison, je ne reconnaissais presque pas le visage qui me fixait. Il paraissait plus âgé, plus sévère, comme si le poids de ma décision avait accéléré le temps. « Tu es magnifique, ma fille », dit ma mère, les yeux brillants de larmes. Le trajet jusqu'à l'église se fit dans la voiture de Monsieur Bézard, conduite par son régisseur. Le marié nous attendait déjà à l'hôtel. Mon père, assis à mes côtés, semblait mal à l'aise dans son costume emprunté, trop large pour sa silhouette maigre de paysan. « Tu fais ce qu'il faut, Marie. Tu comprendras un jour que c'était aussi pour ton bien. » Je ne répondis pas. Les mots m'avaient acquitté, comme les larmes et les protestations. Il ne me restait que l'acceptation silencieuse du destin. L'église était pleine. À gauche, les familles bourgeoises, bien habillées, curieuses de voir cette jeune mariée. À droite, les plus modestes, ma famille, quelques amis, déplacés mais émus d'assister à un si grand événement. Je cherchais Joséphine dans la foule. Je ne la vis qu'en marchant dans l'allée centrale, accrochée au bras de mon père. Elle me sourit, pour m'encourager, mais je vis la tristesse dans ses yeux. À l'hôtel, Monsieur Bézard m'attendait, imposant dans son costume sombre, les cheveux gris, bien coiffés, le sourire satisfait. À ses côtés, comme témoin, se tenait le maire du village, un autre homme d'un certain âge, qui me regardait avec une étrange combinaison d'envie et d'approbation. La cérémonie fut courte. Le père Célestin insista sur mes devoirs d'épouse. Obéissance, fidélité, soumission. Je répétais les vœux mécaniquement, comme une actrice récitant un texte qu'elle ne comprend pas. Je vous déclare mari et femme. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Monsieur Bézard souleva mon voile et m'embrassa. Un baiser sec, premier geste de mon nouveau mari. Je sentis l'odeur forte de sa lotion, la rugosité de sa barbe fraîchement rasée. Je réprimai un frisson. La réception à la ferme fut grandiose. Nourriture en abondance, orchestre en direct, décoration raffinée. Je circulais parmi les invités comme une ombre, souriant automatiquement, remerciant des félicitations qui sonnaient comme des condoléances. Tard dans la soirée, alors que les invités commençaient à partir, Monsieur Bézard me prit la main et m'éloigna de la foule, en direction de la maison principale. « Il est temps de nous retirer, mon épouse, » dit-il d'une voix lourde d'attente. Mon estomac se noua. Je dis au revoir à mes parents et à mes frères. Ma mère m'enlaça longuement et me souffla à l'oreille. « Courage, ma fille. Dieu ne nous donne jamais un fardeau plus lourd que ce que nous pouvons porter. » La chambre nuptiale était spacieuse et luxueuse comparée à ce que j'avais connu. Un grand lit trônait au centre, recouvert de draps brodés à la main. Un crucifix était suspendu au-dessus de la tête de lit, comme si Jésus allait être témoin silencieux de ce qui allait suivre. « Je vais te laisser quelques minutes pour te préparer, » dit-il en entrant dans une pièce voisine. Tremblante, j'ôtai ma robe de mariée et enfilai une nuisette blanche faisant partie du trousseau. Trop fine à mon goût, elle dévoilait plus qu'elle ne cachait. Je m'assis au bord du lit, tentant de calmer la panique.
Ma mère m'avait préparée, dans des conversations gênées. « C'est ton devoir d'épouse », répétait-elle. « Avec le temps, ça devient plus facile. » Quand M. Bézard revint, vêtu d'un peignoir de soie sur son pyjama, un nœud me serra la gorge. Il s'assit près de moi, passa les doigts dans mes cheveux lâchés. « Enfin à moi », murmura-t-il, la voix rauque. Ce qui suivit fut aussi mécanique que la cérémonie. Je fermais les yeux. Je pensais au ruisseau pendant la saison des pluies, aux contes de ma mère, aux chansons de Jean à l'accordéon. Mon corps faisait ce qu'il devait. Mon esprit, lui, s'enfuyait loin, loin vers des souvenirs plus doux. Quand tout fut fini, et que M. Bézard s'endormit à mes côtés, je permis à une seule larme de couler. Elle glissa lentement sur ma joue et se perdit dans l'oreiller. C'était la dernière larme que je m'autorisais à verser pour ce que je ne pouvais plus changer. À partir de ce jour, je devins Marie Desrosiers Bézard, épouse de Joseph Bézard, maîtresse du domaine de Notre-Dame des Lys. Le reste, mes rêves, mes désirs, mon premier amour, serait enfoui si profondément dans mon cœur que même moi, je ne pourrais plus les retrouver facilement. C'est ainsi que commença ma vie de femme mariée, mélange de résignation et de devoir, en attente du jour, peut-être, où je pourrais à nouveau retrouver la Marie que j'avais été. Les premières années passèrent lentement. Les jours traînaient comme le soleil implacable au-dessus de la garrigue. J'eus 4 enfants avec Joseph. Joseph, Antoine, Séverine et François. Ils furent ma lumière dans l'obscurité, ma raison de continuer quand tout semblait dépourvu de sens. 27 ans de mariage, 27 ans de silence autour de la table, de nuits de devoirs conjugal accomplis, de prières murmurées pour obtenir de la force. 27 ans à voir mes enfants grandir, étudier, car Joseph le permettait, lui qui rêvait d'avoir des fils avocats ou médecins, et peu à peu, prendre leur envol. Puis, un matin d'octobre 1997, l'inévitable arriva. Joseph ne se réveilla pas. Il s'était éteint dans son sommeil, à 87 ans, d'une crise cardiaque fulgurante. Il n'y eut ni adieu, ni dernière parole. Juste le silence. Il laissa derrière lui une veuve de 44 ans qui ne savait pas si elle devait pleurer de tristesse ou de soulagement coupable. Les funérailles furent grandioses, comme il sied à un homme de sa stature. Toute la ville s'était déplacée. Je fis mon devoir, dignement, en veuve en noir, recevant les condoléances tête baissée et yeux secs. Mes enfants, désormais adultes, restèrent à mes côtés, aussi graves et droits que leur père leur avait appris à être. Mais après l'enterrement, vint la surprise. Joseph, si autoritaire de son vivant, avait tout légué à moi, pas une part, tout. Les terres, l'argent, les investissements, une fortune. Du jour au lendemain, je devenais l'une des femmes les plus riches du département. Il disait toujours que vous étiez la meilleure décision de sa vie, me dit l'avocat, en me remettant les documents. Dans les mois suivants, je découvris une liberté que je n'avais jamais connue. Je pouvais décider pour moi-même. Mes fils géraient désormais une partie des affaires. Séverine avait épousé un médecin de Montpellier et François faisait des études de droit à Paris. Je vendis certaines propriétés, en conservai d'autres. Et enfin, je réalisai un vieux rêve. Je m'inscrivis à des cours du soir pour terminer mes études, interrompues dans ma jeunesse. À 45 ans, je pris place parmi des jeunes qui avaient du mal à croire à l'histoire de la veuve fortunée qui voulait apprendre.
Et c'est par une camarade de classe que j'appris une nouvelle qui allait une fois de plus bouleverser mon destin. « Madame Marie, me dit-elle, mon oncle a un magasin d'instruments à Sisteron. L'autre jour, il parlait d'un accordéoniste qu'il connaît, un certain Jean-Baptiste, qui demande toujours après une Marie Desrosiers, originaire de Valbonne. » Mon cœur manqua un battement. « Jean ? Mon Jean ! Le garçon aux yeux rêveurs, à l'accordéon mélancolique, aux baisers volés au bord du ruisseau. Il demande encore après moi ? Balbutiai-je. Oui, madame. Mon oncle dit qu'il ne s'est jamais marié. Il joue dans des fêtes, mais il revient toujours à Sisteron. Il dit qu'il attend quelqu'un. Cette nuit-là, je ne pus fermer l'œil. Les souvenirs longtemps enfouis remontèrent à la surface, aussi vivants que s'ils datèrent de la veille. Notre plan de fuite, la maladie de mon petit frère, le mariage forcé, et maintenant cette nouvelle, cette possibilité que je n'aurais jamais osé imaginer. 2 mois plus tard, je trouvai le courage de partir pour Sisteron. Je dis à tout le monde que j'allais régler des affaires. Mais en réalité, j'avais un seul objectif. Retrouver Jean-Baptiste. S'il était encore temps. Le magasin se trouvait dans une ruelle près de la place centrale. Le propriétaire, un homme à la barbe blanche, écarquilla les yeux quand je me présentais. « Marie Desrosiers de Valbonne ? Celle dont Jean parle tout le temps ? » « Je crois bien, » répondis-je, rouge comme une jeune fille. « Il joue ce soir à la fête de la Saint-Antoine, à Saint-Véran. Si vous voulez, je peux vous y conduire. » J'acceptais, tentant de contenir l'anxiété qui me submergeait. À quoi ressemblerait Jean aujourd'hui? Aurait-il changé autant que moi? Me reconnaîtrait-il? La fête était simple, typique des villages de Provence, avec stand, procession et beaucoup de musique. Je l'aperçus lorsqu'il monta sur une petite scène. Il avait vieilli, bien sûr, cheveux grisonnants, visage creusé par les années, mais ses yeux avaient toujours cette étincelle qui m'avait bouleversée il y a plus de 20 ans. Lorsqu'il joua l'hymne à l'amour, les larmes coulèrent librement sur mon visage. C'était notre chanson, celle qui m'avait émue aux larmes la première fois que je l'avais entendue, comme un pressentiment de tout ce qui allait suivre. À la fin du concert, je m'approchai. Il rangeait son accordéon. Quand il me vit, il se figea. « Marie Desrosiers ?» demanda-t-il la voix tremblante. « Jean ?» répondis-je simplement. Nous restâmes là, immobiles, les yeux dans les yeux, tandis que le monde autour semblait s'effacer. Puis, sans un mot, il m'enlaça. Une étreinte forte, désespérée, comme s'il craignait que je disparaisse. « Je t'ai attendu, » murmura-t-il, « toutes ces années. »« Je sais, » répondis-je, « je suis désolé. » Cette nuit-là, nous avons marché dans les rues désertes, refaisant le fil de nos vies séparées. Je lui ai parlé de mon mariage, de mes enfants, de la mort de Joseph. Il m'a raconté ses voyages, ses concerts, sa carrière qui n'avait jamais vraiment décollé, mais une vie honnête. « Je n'ai jamais cessé de penser à toi, » dit-il. « Quand j'ai su que tu avais épousé Joseph, j'ai préféré m'effacer. Je ne voulais pas compliquer ta vie. »« Tu as bien fait. À l'époque, je n'avais pas le choix. »« Et maintenant ?» demanda-t-il, prenant mes mains entre les siennes, rugueuses de temps joué. « Maintenant, il y a un choix, Jean. » Je regardais nos doigts entrelacés, le contraste entre mes mains de veuve aisée et les siennes, marquées par le travail. Et j'y vis une métaphore, 2 vies opposées, qui, contre toute attente, s'étaient retrouvées.
Pour la première fois, nous sommes libres, vraiment libres. Les mois suivants furent un roman d'amour tardif mais profond. Jean s'installa dans une petite maison que j'achetai près de la mienne. Nous ne vivions pas ensemble. Par respect pour mes enfants, pour le souvenir encore frais de Joseph. Mais nous partagions tous les moments possibles. Nous rattrapions le temps perdu, parlions jusqu'à l'aube, flânions dans la région. Il m'apprit quelques accords d'accordéon. Je lui fis découvrir les livres que j'avais enfin le temps de lire. Puis, en 2003, pour mes 50 ans, une nouvelle changea à nouveau ma vie. Le médecin, d'un ton grave, m'annonça que j'avais un cancer avancé. Peu de chance de guérison. Combien de temps? Demandai-je, étrangement calme. 6 mois, peut-être 1 an, avec un traitement agressif. Je suis désolée, Madame Desrosiers. En sortant du cabinet, je ne ressentis pas de désespoir, mais une étrange paix. J'avais vécu pleinement le sacrifice, la maternité, le véritable amour. Que pouvais-je demander de plus? Je décidai de ne rien dire tout de suite à Jean, ni à mes enfants. D'abord, je devais tout organiser, pour qu'ils soient en sécurité quand je partirais. J'ai réparti mes biens entre mes enfants, ne gardant que le nécessaire pour vivre confortablement mes derniers mois. Pour Jean, j'ai réservé une somme suffisante pour lui assurer la tranquillité jusqu'à la fin de sa vie. Quand je le lui ai enfin dit, 2 semaines plus tard, il a catégoriquement refusé. On va chercher d'autres médecins, d'autres traitements, même expérimentaux. Tout, Marie. Je t'en prie, répétait-il désespéré. Jean, lui ai-je dit doucement en lui prenant les mains, j'ai déjà perdu trop de temps dans ma vie. Je ne veux pas passer mes derniers mois dans des hôpitaux à souffrir pour retarder l'inévitable. Je veux vivre pleinement ce qu'il me reste, avec toi. Il a pleuré comme un enfant, accroché à moi, comme s'il pensait pouvoir me retenir dans ce monde par la seule force de son étreinte. Je lui ai promis que je me battrais, à ma manière. Dans les semaines suivantes, nous avons réalisé un vieux rêve. Voyager à Marseille, la ville où nous avions imaginé fuir dans notre jeunesse. Nous avons logé dans un petit hôtel face à la mer, et Jean m'a emmené voir tous les endroits dont il m'avait parlé, assis au bord du ruisseau, des années auparavant. Le vieux port, le quartier du Panier, la cathédrale de la Major, le théâtre de la Criée. Un soir, assis sur la plage, regardant les vagues au clair de lune, Jean a sorti une petite boîte de sa poche. « Je sais qu'il est trop tard, Marie. Je sais que la vie nous a volé le temps. Mais malgré tout, je veux que tu sois ma femme, pour ce qu'il nous reste. » Il a ouvert la boîte, une simple alliance en argent. Pas chère, ni luxueuse, bien loin des bijoux que Joseph m'avait offerts autrefois. Mais elle avait plus de valeur que tous réunis. Jean-Baptiste, tu as attendu toute une vie. Comment pourrais-je dire non? Nous nous sommes mariés 2 semaines plus tard, dans une petite chapelle du domaine. Mes enfants, d'abord réticents, ont fini par accepter Jean en voyant le bonheur qu'il me donnait. Séverine, toujours la plus sensible, m'a soufflé après la cérémonie. « Maman, je ne t'ai jamais vue avec les yeux aussi brillants. Tu aurais dû rencontrer Jean plus tôt. » Je l'ai rencontré, ma fille. Juste, pas au moment où j'aurais pu le choisir. Les mois passaient, et contre toute attente, ma santé ne déclinait pas. Au contraire, il semblait que le bonheur freinait la maladie. Une année devint 2, puis 3. Les médecins n'y comprenaient rien. Et puis, lors d'une consultation de routine, le verdict tomba.
Il y avait eu une erreur de diagnostic. Ce qui avait à être pris pour un cancer en phase terminale n'était en réalité qu'une affection bénigne, traitable avec de simples médicaments. Vous avez encore de nombreuses années devant vous, Madame Desrosiers, m'a annoncé le médecin, aussi surpris que moi. Quand je l'ai raconté à Jean, il est tombé à genoux, remerciant le ciel pour cette seconde chance que la vie nous offrait. Non seulement nous nous étions retrouvés, mais en plus nous aurions du temps, le vrai temps, pour vivre ce grand amour, à fond. Aujourd'hui, à 70 ans, je regarde en arrière et je vois que ma vie a été comme un accordéon, avec des moments d'expansion, de rétraction, des mélodies tristes, des mélodies joyeuses, des rythmes qui ne prennent sens que lorsqu'on écoute la musique entière. Mes enfants ont tracé leur chemin. Joseph et Antoine continuent à gérer les terres restantes. Séverine m'a offert 3 petits-enfants merveilleux. François est devenu un avocat respecté, défendant des causes sociales. Cela me remplit de fierté. Et Jean est là, à mes côtés. Ses 74 ans ne l'empêchent pas de jouer encore de l'accordéon, les nuits de pleine lune, sur notre terrasse. Ses cheveux sont désormais entièrement blancs, ses mains plus lentes sur l'instrument. Mais ses yeux ont toujours cette lueur rêveuse qui m'a conquise il y a plus de 50 ans. Notre petit-fils Joachim, fils de Séverine, a hérité du talent musical de son grand-père par alliance. À 20 ans, il a enregistré un album de musique régionale. Beaucoup de chansons ont été composées par Jean. La première piste s'intitule « Marie des douleurs, Marie des fleurs ». Elle raconte notre histoire d'amour, interrompue, puis retrouvée. Parfois, quand le soleil se couche et que les collines se teintent de rouge, Jean et moi nous asseyons sur le perron de la petite maison que nous avons construite ensemble, loin du domaine où j'ai vécu avec Joseph. Main dans la main, nous contemplons la terre, celle qui nous a tant pris, mais qui nous a aussi tout donné. « Est-ce que ça en valait la peine, Marie ?» me demande-t-il parfois, comme s'il doutait encore de notre incroyable chance. Et je lui réponds toujours « Chaque minute, Jean, chaque minute. » Et ainsi nous vivons. 2 vieux amoureux, ça, prouvant que le véritable amour n'a pas d'âge, ni de délai. Il peut dormir pendant des décennies, mais il ne meurt jamais. Comme la chanson des vieux amants de Jacques Brel, il traverse les années, les douleurs, les silences, mais revient toujours, porté par l'espérance. Et maintenant, c'est à vous. D'où m'écoutez-vous? Dites-le-moi en commentaire. J'aimerais sentir qu'il y a quelqu'un, là, de l'autre côté, en train de m'accompagner.